Les bougies brûlaient depuis 3 heures, lorsque Mara cessa enfin de prétendre qu'elle n'allait pas pleurer. Elle était assise sur le sol froid en pierre du couloir des serviteurs. Son dos était pressé contre le mur, ses genoux ramenés contre sa poitrine. Elle écoutait les bruits de la cérémonie d'accouplement. Ils provenaient de la grande salle, juste au-dessus d'elle. Il y avait de la musique, des rires, le bourdonnement cérémoniel des anciens de la meute qui chantaient les vieux mots. Et par-dessus tout, le son des voix de ses demi-sœurs. Elles étaient claires et portantes, comme toujours quand elles voulaient être entendues. Elle lui avait tout pris, une fois de plus. Tout avait commencé il y a 3 semaines, le matin où la convocation royale était arrivée. Une enveloppe dorée scellée avec le blason du roi Alpha. Un loup en plein saut, la gueule ouverte, une couronne au-dessus de sa tête. Chaque femme non accouplée des 7 territoires, âgée de 18 à 25 ans, était sommée de se présenter au palais Voss, la nuit de la lune d'argent, pour la cérémonie d'accouplement du roi. Mara avait tourné l'enveloppe dans ses mains, la lisant 2 fois. Son cœur faisait quelque chose d'embarrassant et d'optimiste dans sa poitrine, qu'elle avait immédiatement tenté d'étouffer. Elle avait 22 ans, non accouplée. Elle vivait à l'intérieur des frontières du territoire. Elle remplissait les conditions. Sa belle-mère, Delara, lui avait arraché l'enveloppe des mains avant qu'elle n'ait fini sa 2e lecture. Seuls Senna et Coral y assisteront, avait dit Delara, sans même la regarder. Tu resteras pour t'occuper de la maison. Mara n'avait pas discuté. Elle avait appris il y a longtemps que se disputer avec Delara, c'était comme jeter des pierres sur une rivière. La rivière s'en moquait. Elle continuait simplement son cours, vous usant, érodant vos contours, jusqu'à ce que vous oubliez votre forme initiale. Alors, elle avait pincé les lèvres et était retournée plier le linge. Ce qu'elle n'avait pas fait, c'était abandonner. Elle avait passé les 3 semaines entre la convocation et la lune d'argent à se préparer, en silence, avec soin, de manière invisible. Elle avait trouvé la vieille robe de cérémonie de sa mère au fond d'un coffre verrouillé. Elle connaissait l'existence de la clé depuis ses 12 ans. Sa mère l'avait pressée dans sa paume la semaine avant de mourir. Elle avait refermé les petits doigts de Mara sur le métal froid, en disant « Pour quand tu auras besoin de quelque chose de moi ?» La robe était en soie ivoire, brodée à la main le long de l'ourlet de minuscules loups argentés en pleine course. Elle était démodée selon les standards actuels, mais à couper le souffle selon n'importe quel standard. Elle l'avait élargie à la taille d'un demi-pouce et resserrée aux épaules. Elle travaillait à la lueur des bougies, après que toute la maisonnée se soit endormie. Elle avait lavé ses cheveux dans le ruisseau derrière la propriété et les avait séchés près du feu de la cuisine. Elle n'avait rien emprunté et n'avait rien demandé. Cardamander signifiait être visible, et la visibilité signifiait Delara. La nuit de la lune d'argent, elle avait attendu. Elle avait attendu que Delara ait fait monter Senna et Coral dans la calèche, que les roues aient crissé sur l'allée de gravier et que le son se soit complètement estompé. Alors, elle avait enfilé la robe de sa mère et avait marché. Le palais se trouvait à 4 miles du domaine. Elle était arrivée avec de la boue sur son ourlet, ses cheveux toujours parfaits et le menton haut. Et pendant un moment extraordinaire, debout aux portes de la grande salle, elle s'était laissée ressentir. L'espoir petit, têtu et stupide, comme l'espoir l'est toujours. Et puis Senna était apparu à son coude. « Tu ne portes pas ça sérieusement », avait dit Senna, en regardant la robe avec ce sourire particulier qu'elle réservait au moment où elle voulait être cruelle. Mara n'avait pas répondu. C'est Coral qui avait agi. Coral, qui était plus silencieuse que Senna, et donc plus dangereuse. Elle avait jeté un seul regard à Mara, debout dans la robe de sa mère à l'entrée du palais. Elle avait fait le calcul en 3 secondes à peine. Elle avait appelé le coordinateur de la cérémonie. Elle lui avait dit qu'il y avait eu une erreur, que Mara était leur servante personnelle, qu'elle les avait suivis de la maison sans permission, et qu'elle devrait attendre dans le couloir des serviteurs jusqu'à la fin de la cérémonie. Le coordinateur n'avait pas posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Senna et Coral portaient des robes neuves, leurs cheveux étaient coiffés de manière élaborée, leurs bijoux captaient la lumière des torches. Mara portait une vieille robe, avec de la boue sur l'ourlet. L'histoire se racontait d'elle-même. Et donc, la voilà. Couloir des serviteurs, sol en pierre froide. Écoutant la cérémonie pour laquelle elle avait marché 4 miles dans le noir, elle pressa l'arrière de sa tête contre le mur et fixa le plafond. Elle se dit que ce n'était pas grave.
que ça n'avait pas d'importance, qu'elle se fichait de la cérémonie d'accouplement, du roi Alpha ou de tout ça. Elle mentait. Évidemment, elle s'en souciait, parce que sa louve s'en souciait. C'était la partie insupportable. Depuis un mois, depuis l'arrivée de la convocation, sa louve était agitée d'une manière que Mara n'avait jamais connue. Elle faisait les 100 pas, alerte, l'attirant vers quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Une vibration basse et persistante à la base de sa poitrine. Elle s'intensifiait chaque fois qu'elle pensait à la lune d'argent, au palais et au roi. Elle avait essayé de l'ignorer. Les loups ressentent les choses intensément. Ça ne voulait rien dire. Sauf que ça n'avait jamais été comme ça avant. La musique au-dessus d'elle changea. Les chants devinrent plus forts, ce qui signifiait que le roi était entré dans la salle. Mara ferma les yeux. Elle pressa sa paume à plat contre le sol en pierre. Elle sentit le froid remonter dans son bras, l'ancrant. Elle n'allait pas faire quelque chose de stupide. Elle n'allait pas se lever, entrer dans cette salle et se ridiculiser devant une meute entière et leur roi. Elle allait rester assise ici. Elle allait être raisonnable. Sa louve avait d'autres idées. L'attraction la frappa si soudainement et si violemment qu'elle en eut le souffle coupé. Sa main vola vers sa poitrine. Ce n'était pas comme l'agitation du mois passé. C'était directionnel. C'était une corde tendue depuis l'intérieur de son sternum. Elle la tirait vers le haut, vers la salle, vers quelque chose de l'autre côté de ce plafond que sa louve reconnaissait avec une certitude qui contournait toute pensée rationnelle. Mara fut sur ses pieds avant même d'avoir décidé de se lever. Elle se dit qu'elle allait seulement jeter un œil. Le couloir des serviteurs longeait la grande salle. Il en était séparé par un long mur de pierre, interrompu tous les 20 pieds par d'étroites arches drapées de lourd velours. Le velours était cérémoniel, d'un bordeaux profond, brodé du blason royal. Il était assez épais pour étouffer le son, mais pas au point qu'une personne se tenant derrière ne puisse voir à travers l'interstice sur le côté si elle se positionnait avec soin. Mara se positionna avec soin. La grande salle était extraordinaire. Elle n'y était jamais entrée auparavant. Elle avait vécu à 4 miles de ce palais toute sa vie et n'en avait jamais franchi les portes. Et se tenant là maintenant, même à moitié cachée derrière le velours, la vue la frappa comme un choc physique. Le plafond s'élevait à 3 étages au-dessus du sol. Des arches de pierre voûtée se croisaient au-dessus, comme la cage thoracique de quelque chose d'énorme et d'ancien. Des milliers de bougies brûlaient dans des lustres en fer, suspendus à de longues chaînes. Leur lumière tombait, dorée et changeante, sur la foule assemblée en dessous. Chaque femme non accouplée des 7 territoires, disait la convocation. Mara y croyait. La salle était bondée. Des centaines de femmes en robe de cérémonie, leurs louves proches de la surface en cette nuit de lune d'argent. L'air était épais de cette énergie. Et à l'extrémité de la salle, sur une estrade basse en pierre, se tenait le roi Alpha. Mara avait entendu des descriptions du roi Caldervos toute sa vie. Il était le sujet de plus de conversations de taverne et de murmures de marché que toute autre figure des 7 territoires. Elle avait classé ces descriptions avec le même scepticisme qu'elle appliquait à tout ce qui venait des ragots. Probablement exagéré, probablement façonné plus par des vœux pieux que par la réalité. Se tenant là maintenant, elle révisa cette évaluation. Il était grand. Ça, elle le savait déjà. Mais les descriptions n'avaient pas réussi à transmettre ce que grand signifiait vraiment. Surtout combiné à ce genre de présence physique qui semblait altérer l'air autour d'une personne. Il se tenait avec l'immobilité de quelqu'un qui n'avait jamais, de toute sa vie, ressenti le besoin de combler le silence par le mouvement. Une immobilité absolue et délibérée, comme s'il était le point fixe autour duquel le reste de la pièce s'organisait. Des cheveux sombres, coupés courts sur les côtés, plus longs sur le dessus. Il n'était pas coiffé, d'une manière qui semblait moins de la négligence que le choix d'un homme qui avait décidé très tôt que l'apparence était une performance qu'il refusait de donner. Une mâchoire qui aurait pu être architecturale. Des yeux qu'elle ne pouvait distinguer à cette distance, mais qu'elle avait entendu décrire comme pâles, argentés, gris, la couleur d'un ciel d'hiver juste avant la neige. Il parcourait la salle du regard. C'est ce qui l'a frappé. La cérémonie était déjà en cours depuis un certain temps. Les anciens avaient clairement terminé les rites d'ouverture. Les femmes avaient été présentées en groupe. La reconnaissance traditionnelle des loups avait été effectuée. Et pourtant, le roi ne faisait pas ce que les rois, lors des cérémonies d'accouplement, étaient censés faire.
c'est-à-dire se tenir sur l'estrade et permettre à sa louve de répondre à la femme qui déclencherait le lien. Il balayait méthodiquement la salle, comme s'il cherchait quelque chose de spécifique, et ne l'avait pas encore trouvé. Mara le regarda parcourir la foule, son regard se déplaçant rangée par rangée, sans hâte et minutieusement. Elle le vit s'arrêter brièvement sur un visage, puis un autre, puis passer à autre chose. Elle vit les femmes les plus proches de l'estrade se redresser lorsque son attention se portait sur elle. Le menton se levait, les épaules se rejetaient en arrière, la réponse instinctive des loups en présence d'un alpha. Elle regarda Senna. Sa demi-sœur était positionnée au premier rang de la troisième rangée, exactement là où une femme qui avait soudoyé un coordinateur de cérémonie pouvait s'attendre à se retrouver. Senna portait une nouvelle robe, or pâle, décolletée, ajustée d'une manière qui rendait l'investissement de Delara immédiatement évident. Ses cheveux étaient coiffés de manière élaborée, et elle portait les plus beaux bijoux de la famille, les pièces qui avaient appartenu à la mère de Mara, celles que Delara avait discrètement intégrées à son propre inventaire l'année après les funérailles, et qu'elle n'avait jamais reconnues comme autre chose que les siennes. Les boucles d'oreilles en rubis captaient la lumière des bougies. La poitrine de Mara se serra. Elle vit le regard de Calder atteindre Senna, se poser, s'attarder une demi-seconde, puis passer à autre chose, sans le moindre frémissement. Le sourire de Senna vacilla. La reprise fut rapide. Senna était experte en matière de reprise, mais Mara l'avait vu. Coral était positionnée 2 rangées plus loin. Le regard du roi se posa sur elle, puis la dépassa. Il continua de balayer la salle. Et puis son regard s'arrêta. Pas sur un visage dans la foule. Pas sur un visage dans la foule. Sur l'arche spécifique derrière laquelle Mara se tenait. Une main agrippant le bord du velours, l'autre pressée à plat contre le mur de pierre. Dans l'étroit interstice au bord du rideau, où elle faisait un travail extrêmement inadéquat pour rester cachée. Mara cessa de respirer. Ses yeux, et elle pouvait les voir maintenant, pâles et précis, et illuminés de quelque chose de vif et d'alerte, se fixèrent directement sur les siens à travers la fente du velours. Sa louve bondit. Pas métaphoriquement, pas comme un sentiment ou une impression ou une attraction. Sa louve se jeta vers la reconnaissance du lien avec tout le poids de son corps. C'était si soudain et si total que Mara fit un pas en avant de se rattraper. Sa main libre vola pour s'agripper à l'arche de pierre. De l'autre côté de la salle, sur l'estrade, quelque chose bougea sur le visage de Calder Voss. Pas un sourire, pas de la surprise. Quelque chose de plus calme et de plus absolu que l'un ou l'autre. L'expression d'un homme dont la louve venait de faire la même chose, et qui comprenait exactement ce que cela signifiait. Il descendit de l'estrade. La salle devint complètement silencieuse. Toutes les têtes dans la grande salle se tournèrent pour le suivre. Telle était la nature d'un roi alpha en mouvement. La pièce se réorientait autour de lui sans décision consciente. De la même manière que la limaille de fer se réoriente autour d'un aimant. Il ne marchait pas vite. Il n'en avait pas besoin. Chaque pas était sans hâte et délibéré. Et pourtant, la foule s'écarta devant lui. Les femmes se mettaient de côté une par une, 2 par 2, créant un chemin qui menait directement vers le mur du fond, vers l'arche, vers le rideau de velours derrière lequel Mara se tenait, absolument immobile et absolument horrifiée. Elle devrait bouger. La pensée arriva avec une clarté totale et ne fit immédiatement rien, car son corps avait cessé d'accepter les instructions de la partie de son cerveau qui s'occupait du bon sens. Sa louve avait pris le contrôle total de ce canal de communication. Elle ne diffusait qu'une seule chose, une seule note soutenue, basse, résonnante et écrasante. Reste. Alors elle resta. Elle le regarda traverser la salle à travers la fente du velours. Elle regarda la confusion de la foule, les femmes se tournant les unes vers les autres, les anciens échangeant des regards. Le coordinateur de la cérémonie faisant un petit geste impuissant vers personne en particulier. Elle regarda le visage de Senna. Ce rapide recalcul qui le traversa, alors qu'elle suivait la direction du mouvement du roi, et commençait à comprendre ce que cela signifiait. Elle regarda Calder Voss passer devant ses demi-sœurs sans regarder aucune d'elles. Il s'arrêta de l'autre côté du rideau. Elle pouvait voir sa silhouette à travers le velours, la largeur de ses épaules, la ligne de sa mâchoire quand il tourna légèrement la tête. Il ne tira pas immédiatement le rideau. Il resta simplement là, séparé d'elle par une seule couche de tissu brodé, et pendant 3 secondes,
Aucun d'eux ne bougea. Puis sa main apparut au bord du rideau, ses doigts s'enroulant autour, et il le tira de côté. Il était plus grand qu'il n'en avait l'air de l'autre côté de la pièce. Ce fut la première pensée cohérente que Mara réussit à formuler. De près, l'impact total de sa présence la frappa d'un coup. La taille, l'immobilité, les yeux pâles qui étaient actuellement fixés sur son visage, avec une attention si complète qu'elle se sentit comme tenue. Elle devint extrêmement consciente de la boue sur son ourlet, du fait que sa robe avait 50 ans, du fait qu'elle se tenait dans un couloir de serviteurs, le dos contre un mur de pierre, comme quelqu'un qui s'était faufilé dans une cérémonie royale par l'entrée de service. Ce qui était le cas, car elle était quelqu'un qui s'était faufilé dans une cérémonie royale par l'entrée de service. Elle leva le menton. Son regard descendit brièvement, minutieusement, et remonta jusqu'à son visage. Quelque chose changea en lui, pas l'évaluation polie et exercée qu'elle l'avait vu donner aux femmes dans la salle. Quelque chose de plus sincère. « Vous n'êtes pas une servante », dit-il. Sa voix était basse, égale, avec une qualité qui résonnait quelque part dans son sternum. Ce n'était pas une question. « Non », dit Mara. Sa propre voix sortit plus stable qu'elle n'aurait pu l'espérer. « Je ne le suis pas. » Ses yeux tombèrent sur la robe. Les loups argentés le long de l'ourlet captaient la lumière des torches de la salle derrière lui. Il bougeait dans cette lumière. Ses minuscules silhouettes brodées semblaient courir. « Ce travail est ancien, » dit-il. « Celui de ma mère, » dit Mara. « De sa propre cérémonie. » Son expression changea à nouveau, cette même qualité sincère s'approfondissant. Il regarda la robe avec quelque chose qui n'était pas de l'évaluation, mais plutôt de la reconnaissance. « Pourquoi êtes-vous ici derrière ?» demanda-t-il. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Mara. Elle envisagea de lui donner une version plus facile à expliquer. Une version sans demi-sœur et coffre verrouillé, et 4 miles à pied dans le noir, et un coordinateur de cérémonie qui avait jeté un coup d'œil à la boue sur son ourlet et avait pris une décision. Elle décida de ne pas le faire. « On m'a fait sortir de la salle, » dit-elle, « par mes demi-sœurs. Elles ont dit au coordinateur que j'étais leur servante. » Il la regarda pendant un long moment. « Et vous ne l'avez pas corrigé. »« J'ai essayé, » dit Mara. Il était déjà parti. Sa mâchoire se contracta. C'était un petit mouvement, à peine visible, mais elle était assez proche maintenant pour le remarquer. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Mara. Mara Ashin. » Quelque chose se produisit quand elle dit son nom complet. Elle le sentit avant de le voir. Une vague à travers la reconnaissance du lien qu'elle avait tenu à distance ces dernières minutes. La gardant à distance par la seule force de sa volonté, ne lui faisant pas confiance, pas prête à lui faire confiance. Quand elle dit Ashin, cela brisa complètement son contrôle. Sa louve se dressa en réponse à la sienne, au même instant où sa louve se dressa en réponse à la sienne. Et la collision de cela envoya un tremblement visible dans ses mains. Elle les pressa à plat contre ses cuisses. Il le vit. Sa tête s'inclina d'1 degré, comme la tête d'un loup qui écoute quelque chose. Ses yeux. Et c'est là qu'elle comprit enfin de quelle couleur ils étaient réellement. Pas gris, ou pas seulement gris, argenté sur le bord extérieur, s'assombrissant vers quelque chose de presque doré au centre. Ils étaient fixés sur elle avec une attention qui ressemblait à une pression. « Je suis dans cette salle, » dit-il doucement, « depuis 2 heures. » Il ne termina pas sa phrase immédiatement. Il la laissa flotter entre eux. Elle attendit. Ma louve a été... Il s'arrêta de nouveau. Sa main relâcha le rideau et tomba à son côté. Il choisissait ses mots, réalisa-t-elle, avec le soin de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de son expérience intérieure. « Insatisfaite », dit-il finalement. Le mot tomba, simple et clair, avec un poids derrière lui qui lui coupa le souffle. Et puis il la regarda pleinement, directement, sans la formalité de la cérémonie, ni le public de la foule. Et sa louve était entièrement présente sur son visage. « Jusqu'à maintenant, » dit-il. Derrière lui, la grande salle était devenue complètement, totalement silencieuse. Chaque personne présente regardait le roi Alpha se tenir à l'entrée du couloir des serviteurs. Il regardait une femme dans une vieille robe ivoire avec de la boue sur l'ourlet. Comme si elle était la seule personne dans les 7 territoires. La louve de Mara cessa complètement de tirer contre elle. Elle s'installa simplement, lourde, chaude et certaine, dans la reconnaissance vers laquelle elle se jetait depuis qu'elle s'était levée du sol froid 20 minutes plus tôt. Elle comprit. Elle était sa compagne,
La traversée de la grande salle fut la plus longue de la vie de Mara. Calder s'était retourné sans cérémonie, avait repassé l'arche et l'avait regardé par-dessus son épaule. Son expression n'était ni une demande, ni un ordre, mais se situait précisément entre les deux. Elle avait suivi. Elle avait découvert qu'il n'existait pas de version d'elle-même capable de ne pas suivre. Pas quand il la regardait comme ça. La foule s'écarta de nouveau, mais cette fois, elle s'écarta pour eux deux. Elle était consciente de tout. La lumière des bougies sur le sol en pierre, le son de centaines de personnes respirant. Le poids de chaque paire d'yeux dans la pièce suivant leur progression. Alors que Calder la guidait à travers la salle vers l'estrade, elle était consciente de la boue sur son ourlet. Terriblement, douloureusement consciente. Et du fait que sa robe était plus vieille que la plupart des meubles de la pièce. Et du fait que ses cheveux, qui étaient parfaits quand elle avait quitté le domaine, n'avaient pas entièrement survécu à 4 miles de marche et plusieurs heures assises sur un sol de couloir froid. Elle marchait le menton haut. Elle avait appris cela de sa mère, qui était morte le menton haut, qui avait affronté les pires années de sa vie dans cette maison avec Delara, et avait toujours réussi à ressembler à quelqu'un qui avait décidé il y a longtemps que le monde n'allait pas la rendre petite. Mara s'était entraînée à cela tous les jours depuis. Elle sentit le moment où Senna la reconnut. Elle ne regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle le sentit. La qualité particulière du silence qui s'abattit sur cette section de la foule. La façon dont il se propagea à partir d'un point, ondulant à travers les femmes les plus proches, provoquant une réaction en chaîne de têtes qui se tournait. Elle sentit le moment où Senna comprit qui le roi avait fait sortir du couloir des serviteurs. Quel visage elle regardait, quelle robe elle voyait. Elle ne regarda toujours pas. Elle atteignit l'estrade aux côtés de Calder et se tourna pour faire face à la salle. Et seulement alors, elle s'autorisa à les trouver. Senna et Coral, debout dans la 3e rangée et 2 rangées derrière, respectivement, portant leurs nouvelles robes et leurs bijoux empruntés, et la regardant avec des expressions identiques qu'elle n'avait jamais vues sur leur visage de toute sa vie. Le choc. Un choc pur et non maîtrisé. L'ancienne à la tête de la cérémonie, une petite femme aux cheveux blancs et à l'allure de quelqu'un qui dirigeait ses rituels depuis des décennies et avait vu, pendant ce temps, un nombre considérable de choses, s'éclaircit la gorge. Ses yeux se déplacèrent entre Mara et Calder. Elle se pencha légèrement en avant. « Votre Majesté », dit-elle prudemment, « le protocole de la cérémonie. » Le regard de Calder se posa sur elle. L'ancienne cessa de parler. « C'est ma compagne, » dit-il. « La cérémonie est terminée. » Les mots tombèrent dans le silence, comme des pierres dans une eau calme. Les ondulations se propageant à travers la foule en temps réel. Mara entendit l'inspiration collective de 500 femmes. Elle entendit l'éruption de voix qui suivit. Chuchotée d'abord, puis plus forte. Le son s'accumulant en couches à mesure que la nouvelle se propageait dans les rangées. Les gens se tournant vers leurs voisins, le mot « compagne » passant de bouche en bouche. Elle entendit Senna, depuis la 3e rangée, dire son nom. Mara. Pas une salutation, rien de chaleureux. La seule syllabe de quelqu'un qui calcule rapidement et n'arrive pas encore à une conclusion qui lui convient. Mara tourna la tête et regarda sa demi-sœur directement pour la première fois depuis le couloir. Senna était belle. Cela avait toujours été vrai. Et Mara ne lui en avait jamais voulu, car la beauté est une chose qui arrive aux gens, pas une chose qu'ils choisissent. Ce qu'elle lui avait toujours reproché, c'était la façon dont Senna l'utilisait comme une arme. La façon dont elle avait passé 17 ans à perfectionner l'art de faire en sorte que chaque pièce où elle entrait ressemble à une scène sur laquelle elle était la seule artiste dont la présence était invitée. En ce moment, pour la première fois en 17 ans, Senna ne ressemblait pas à une artiste. Elle ressemblait à quelqu'un dont la scène venait de s'incliner de 45 degrés sous ses pieds. « Tu n'es pas » commença Senna. Elle s'arrêta parce que Calder avait tourné la tête. Et la voix de Senna cessa simplement de fonctionner quand Calder tourna la tête dans sa direction et la regarda avec tout le poids de qui et ce qu'il était. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il la regarda simplement pendant 2 secondes, puis détourna le regard. Et le mépris dans ce geste était si complet que Mara vit la couleur quitter le visage de Senna. Coral n'avait pas dit un mot. Coral regardait Mara avec une expression qui avait dépassé le choc et se transformait maintenant en quelque chose de plus froid et de plus compliqué. Ce Mara la reconnut, car elle en avait été la cible toute sa vie. L'esprit de Coral travaillait lentement.
mais il travaillait en profondeur. Et quelle que soit la conclusion qu'il était en train de construire, Mara soupçonnait qu'elle n'en avait pas encore fini avec elle. Elle se retourna vers la salle. L'ancienne la regardait avec une expression que Mara ne put lire immédiatement. Quelque chose entre la surprise, l'évaluation et autre chose. Quelque chose qui aurait pu être, si Mara l'interprétait correctement, une approbation timide. Le nom de la jeune fille, dit l'ancienne à Calder, sa voix portant la cadence formelle de la cérémonie. Pour le registre. La tête de Calder se tourna vers Mara. Une fraction de seconde suffit. Mara Ashven, dit Mara clairement. Sa voix porta à travers la salle. Elle le sentit. La façon dont elle traversa la pièce. La façon dont elle atteignit chaque recoin. La façon dont elle fut enregistrée par 500 témoins comme le nom de la femme que le roi Alpha avait traversé une cérémonie d'accouplement royal pour trouver dans un couloir de serviteurs. Mara Ashen, répéta l'ancienne. Elle leva son bâton et frappa le sol, une fois, deux fois, trois fois. La salle éclata. La chambre que le personnel du palais lui montra était plus grande que tout l'étage supérieur de la maison de Delara. Mara se tenait au centre et tourna lentement sur elle-même, faisant l'inventaire comme elle avait appris à le faire pour toute nouveauté, méthodiquement, sans réaction. Les faits d'abord, les sentiments plus tard, quand il y aurait assez d'intimité pour eux. Des murs de pierre, adoucis par des tapisseries vert foncé et or. Une cheminée assez grande pour y tenir debout. Un lit à baldaquin, avec des rideaux qui traînaient sur le sol, et plus d'oreillers qu'elle ne pouvait en compter immédiatement. Un siège de fenêtre assez large pour y dormir, donnant sur la cour intérieure du palais. Là, des torches brûlaient le long des murs, et la lune d'argent était lourde et pleine au-dessus de la ligne des toits. La cérémonie était terminée. Les invités partaient. Elle pouvait entendre les sons lointains des calèches et des voix. Et les anciennes de la cérémonie, terminant leur rite de clôture dans la salle en bas. Elle s'assit sur le bord du lit, très prudemment, car le couvre-lit était en soie, et elle portait toujours son ourlet boueux. On frappa à la porte. Elle se leva. Entrez. Ce n'était pas Calder. Elle ne savait pas si la lueur dans sa poitrine était du soulagement ou de la déception. Probablement les deux, superposés inconfortablement l'un sur l'autre. Deux femmes entrèrent à la place. Du personnel du palais, toutes deux se déplaçant avec l'efficacité vive de personnes qui avaient déjà fait cela. L'une portait une bassine d'eau, des serviettes propres, une petite boîte de ce qui semblait être du savon. L'autre portait une robe sur son bras, d'un bleu profond, de coupe simple. Elle la posa avec grand soin au pied du lit. « Les compliments du roi, » dit la première. « Nous avons pensé que vous voudriez peut-être. » Elle jeta un coup d'œil à l'ourlet de la robe ivoire sans terminer sa phrase. Mara baissa les yeux sur la boue. « Oui, » dit-elle. « Merci. » Elles ne demandèrent rien. Elles lui offrirent de l'eau, l'aidèrent à enlever la robe de sa mère, la pliant avec une révérence qui la surprit, et la mirent de côté. Elles demandèrent si elle avait besoin de quoi que ce soit d'autre avant de partir avec l'efficacité silencieuse de personnes qui comprenaient que la situation était inhabituelle, et y répondaient en étant aussi normale que possible. Elle l'apprécia plus qu'elle n'aurait pu le dire. Elle se lava le visage et les mains. Elle enfila la robe bleue, qui lui allait comme si elle avait été faite pour elle, ce qui, elle le supposait, n'était pas le cas. C'était probablement quelque chose de la garde-robe du palais, choisi à l'œil. Mais la coupe était assez juste pour que quelqu'un l'ait regardée et ait pris de bonnes décisions. Elle tressa ses cheveux en arrière, simplement, car elle n'avait rien pour les attacher. Et les cheveux lâches dans un endroit étrange la faisaient se sentir vulnérable. Elle était assise sur le siège de la fenêtre, les genoux relevés, regardant les torches dans la cour, quand on frappa une deuxième fois. Celui-ci, elle le reconnut avant de répondre. « Entrez », dit-elle. Calder entra seul. Il avait quitté son manteau de cérémonie formelle et portait une simple chemise sombre, non rentrée, les manches retroussées jusqu'au coude. C'était une chose étrange, à quel point il devenait plus présent sans la formalité. Bas moins intimidant exactement, mais différemment. Moins roi, plus loup. Il regarda brièvement la pièce, la trouva sur le siège de la fenêtre, et quelque chose dans sa posture se détendit d'une fraction si petite qu'elle faillit la manquer. Il traversa la pièce et s'arrêta à quelques pas du siège de la fenêtre. Son regard se posa sur la robe ivoire pliée sur la chaise près du feu, puis revint sur elle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il. Une question simple.
Elle la retourna un moment, l'examinant. Elle avait été expulsée d'une cérémonie royale par ses demi-sœurs. Elle s'était assise sur un sol de pierre froid pendant 2 heures. Elle avait été reconnue comme la compagne du roi Alpha devant 500 témoins. Elle était actuellement assise dans une pièce plus grande que son ancienne maison, portant une robe qui ne lui appartenait pas, dans un palais où elle ne s'attendait jamais à entrer. « Bien », dit-elle, ce qui était la réponse courte la plus vraie qu'elle avait. Sa bouche se tordit. Pas un sourire, pas tout à fait, mais proche d'un, bref et contrôlé. Il se dirigea vers la chaise en face du siège de la fenêtre et s'assit, s'orientant vers elle. La lumière du feu éclaira le côté de son visage. « Parlez-moi de vos demi-sœurs, dit-il. Elle l'étudia. Il était adossé à la chaise avec cette qualité détendue particulière de quelqu'un dont l'aisance physique était entièrement authentique, non jouée. L'aisance d'une personne qui n'avait jamais eu besoin de paraître à l'aise, car l'inconfort n'était pas quelque chose que son corps adoptait par défaut. Mais ses yeux étaient attentifs, présents, le genre d'attention qui ne vagabonde pas. Elle lui raconta. Pas tout. Elle lui donna les faits, nets et sans amertume, car l'amertume demandait une énergie qu'elle avait décidé depuis longtemps de mieux dépenser ailleurs. La convocation, la décision de Delara, la robe, la marche, le coordinateur, le couloir. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « Le coordinateur, dit-il, sera réaffecté. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Mara. « Si. » Sa voix était égale, non passionnée, simplement certaine. Vous étiez une femme présentée à une cérémonie royale. Sa responsabilité était de vérifier votre statut, pas d'accepter la parole de « Il s'arrêta, se reprit. Pas de faire des suppositions, termina-t-il. Mara le regarda un moment. « Vous êtes très calme à ce sujet, dit-elle. Il la regarda dans les yeux. « J'ai trouvé ma compagne ce soir, dit-il. J'ai très peu de raisons d'être contrarié. » La franchise de ses propos l'a pris au dépourvu. Elle avait passé 17 ans dans une maison où rien de direct n'était jamais dit, où tout se déplaçait en biais, où il fallait suivre 17 couches de conversation pour trouver le sens réel enfoui au fond. Elle n'était pas préparée à un homme qui disait simplement les choses. Elle regarda ses mains. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle doucement. « Non, » dit Calder. « Pas encore. » Il le dit comme quelqu'un qui énonce un fait sur la météo, une chose qui était actuellement vraie et qui ne le resterait pas. Elle ne dormit pas bien. Ce n'était pas, se dit-elle, à cause de quoi que ce soit d'émotionnel. C'était parce que le lit était inconnu, la chambre trop chaude et le clair de lune par la fenêtre trop brillant. Des raisons entièrement pratiques, qui n'avaient rien à voir avec le fait que sa louve avait passé la nuit dans un état de conscience agité et persistante. Elle suivait la présence de Calder quelque part dans le palais, comme une boussole suit le nord, sans jamais se calmer, sans jamais pouvoir s'arrêter. Elle renonça à dormir à l'aube et s'assit sur le siège de la fenêtre, regardant la cour s'éclaircir et pensant très méthodiquement à sa situation. Elle était la compagne du roi Alpha. C'était réel. Elle avait ressenti la reconnaissance du lien d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Sa louve avait su avec le genre de certitude qui dépasse l'opinion. Quoi qu'elle en pense, quoi qu'elle en ressente, le lien n'était pas quelque chose qu'elle avait choisi, et ce n'était pas quelque chose qui allait se défaire. Ce qu'elle pouvait choisir, c'était comment elle allait gérer la suite. On frappa. En milieu de matinée, un autre serviteur du palais cette fois, portant un plateau de petit déjeuner et un message. Le roi demandait sa présence dans le jardin quand elle serait prête. Mara mangea, s'habilla de nouveau avec la robe bleue car elle n'avait rien d'autre, et y alla. Le jardin se trouvait à l'arrière du palais, un long espace clos, formel sur les bords et plus sauvage vers le centre, où les plantations d'origine avaient pu pousser sans intervention. Des arbres fruitiers, des plantes grimpantes, un chemin de pierre qui serpentait au milieu. Calder était à l'extrémité du chemin quand elle arriva. Il se tenait près d'un muret, regardant le territoire en contrebas, les mains ballantes à ses côtés. Il l'entendit avant qu'elle ne parle, sa tête se tourna. Elle marcha jusqu'à lui, s'arrêta à ses côtés et regarda ce qu'il regardait. La vallée s'étendant sous les murs du palais, verte et large. Elle était traversée par la rivière qui coulait au centre des 7 territoires, les divisant et les reliant à la fois. « C'est magnifique, dit-elle. »« Oui, acquiesça-t-il. » Et puis, sans préambule, « Avez-vous pensé à ce dont vous avez besoin ?»
Elle tourna la tête pour le regarder. Il observait la vallée. « Ce dont j'ai besoin, répéta-t-elle. De ça, du palais. » Il lui jeta un coup d'œil. « La transition sera importante. Je veux savoir ce qui la rendrait plus facile. » Mara resta silencieuse un moment. Elle réalisa qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on lui pose la question. 17 ans dans la maison de Delara, et la question de ce dont Mara avait besoin n'était jamais entrée dans la conversation. Elle avait été une ressource, une paire de mains, un corps qui occupait de l'espace et à qui on pouvait donner des tâches. Elle n'avait pas de paysage intérieur particulier qui nécessitait une considération. Elle se retourna vers la vallée. « La robe de ma mère, dit-elle. Je veux qu'elle soit restaurée, si c'est possible. La broderie le long de l'ourlet a besoin d'être réparée. » Calder hocha la tête. « Ce sera fait. Je veux envoyer un message à... » Elle s'arrêta. Elle allait dire « Je veux envoyer un message à ma famille. » Et le mot « famille » s'était coincé dans sa poitrine à l'image du visage de Delara, du visage de Senna, du visage de Coral. Elle changea de cap. « Je dois récupérer mes affaires au domaine. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses de ma mère. J'enverrai des gens aujourd'hui, » dit Calder. Mara hésita. Elle essaiera de les garder. Delara. La mâchoire de Calder se crispa. « Laissez-la essayer, » dit-il avec un calme qui était en quelque sorte plus absolu que le volume ne l'aurait été. Quelque chose en Mara se détendit, un tout petit peu. Elle le nota. « Et, dit-elle, j'ai besoin de comprendre ce qu'on attend de moi. » Elle se força à le regarder directement. « Je ne connais pas ce monde. J'étais une fille d'une famille mineure, vivant dans une maison gérée par une femme qui n'avait aucun intérêt à me préparer à quoi que ce soit. Je ne connais pas le protocole de la cour. Je ne connais pas le conseil territorial. Je ne connais pas l'histoire de vos alliances ou de vos conflits, ou ce que je serais censé savoir lors d'événements, de dîners formels, de... » Elle s'arrêta. « Je ne suis pas stupide. J'apprends vite, mais j'ai besoin de savoir ce que je ne sais pas. » Le discours sortit plus crûment qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait voulu le formuler avec plus de contrôle. Il arriva simplement comme la vérité. Calder s'était tourné pour la regarder pendant qu'elle parlait. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. « Vous avez géré une maisonnée, dit-il. »« Oui. Seul, essentiellement. » Il soutint son regard. « Alors, vous en savez déjà plus que vous ne le pensez. » Elle ne savait pas quoi faire de ça. Elle regarda de nouveau la vallée. Il la regarda encore un moment, puis se tourna également vers la vue. Il dit « Je demanderai à l'historien de la cour de commencer à travailler avec vous. Il n'y a pas de cérémonie avant 6 semaines, ce qui nous laisse du temps. Rien ne sera attendu de vous pendant cette période pour laquelle vous ne seriez pas prête. » Le mot « nous » arriva sans fanfare et résonna tout de même dans sa poitrine. Elle n'allait pas y penser pour l'instant. Elle se concentra sur la vallée. La matinée s'écoula autour d'eux. Des oiseaux, des bruits lointains de la cour inférieure, le vent dans les arbres fruitiers. Ils se tenaient dans ce qui aurait dû être un silence inconfortable. 2 étrangers qui avaient été liés de façon permanente par un mécanisme qui ne demandait pas la permission. Et au lieu de l'inconfort, Mara trouva quelque chose qu'elle reconnut avec surprise. Un sentiment qu'elle avait presque oublié. Le calme. Juste le calme. Le genre qui n'exigeait rien d'elle. Elle resta jusqu'à midi. La femme qui arriva cet après-midi pour commencer l'éducation de Mara à l'histoire de la cour s'appelait l'ancienne Vance. Elle avait 70 ans et n'avait absolument aucun intérêt à être douce. Elle entra d'un pas vif dans le bureau qu'on avait montré à Mara. Une pièce tapissée de livres du sol au plafond, ce qui avait provoqué une réaction de gratitude embarrassante dans la poitrine de Mara dès qu'elle y était entrée. Elle posa une pile de documents reliés sur la table, avec un bruit sourd qui fit tourbillonner la poussière. Elle s'assit en face de Mara et la regarda avec l'expression particulière de quelqu'un qui avait passé des décennies à séparer les gens qui pouvaient apprendre de ceux qui croyaient apprendre, et attendait en fait que ce soit fini. Les 7 territoires, dit l'ancienne Vance, n'ont pas commencé comme une seule entité. Elle prit le premier document. « Où avez-vous reçu votre éducation ?»« À la maison, dit Mara. Ma mère m'a instruite, puis elle est morte, et je me suis instruite moi-même. » L'ancienne Vance la considéra. Quand elle parla de nouveau, le ton d'évaluation dans sa voix avait légèrement changé. « Qu'est-ce que vous vous êtes enseigné? L'histoire, les mathématiques, 3 langues, la charte territoriale. » Elle fit une pause. La charte était quelque chose qu'elle avait trouvé dans une boîte verrouillée parmi les affaires de sa mère. Ce qui signifiait que sa mère l'avait gardée.
ce qui signifiait que sa mère la considérait comme importante. Elle l'avait lu si souvent que les pages étaient devenues douces aux pliures. L'ancienne Vance devint immobile. « La charte territoriale », répéta-t-elle. « Quelle édition ?»« L'édition fondatrice », dit Marat. « Le langage est archaïque dans certaines sections. J'ai travaillé sur les passages difficiles en faisant des références croisées avec les amendements ultérieurs. » Elle avait fait des références croisées en utilisant 2 documents secondaires qu'elle avait également trouvés dans la boîte. Elle réalisa plus tard que les 2 étaient extrêmement rares. Elle l'avait découvert en essayant de vérifier une clause et en ne trouvant aucune autre copie dans la salle des archives locales. L'ancienne Vance se renversa dans son fauteuil. « Eh bien, dit-elle, cela ira plus vite que prévu. » Ça alla vite. Marat avait toujours appris comme l'eau se déplace, suivant les canaux disponibles, trouvant les points bas, comblant les lacunes. À la fin de la première session, elle avait donné à l'ancienne Vance une carte de travail de tout ce qu'elle savait déjà. Et l'ancienne avait entièrement réorganisé son programme prévu, sautant le matériel de base et commençant plutôt là où les connaissances de Marat avaient des limites. Elle était encore dans le bureau quand la lumière à travers les fenêtres devint orange, puis grise. L'ancienne Vance était partie il y a 2 heures. Marat lisait un compte-rendu du 3e pacte territorial qui avait été négocié il y a 40 ans dans des circonstances que l'histoire officielle passait sous silence en 2 phrases, et qu'elle soupçonnait d'être bien plus compliquées que 2 phrases ne le suggéraient. Calder apparut dans l'embrasure de la porte. Elle leva les yeux. Il regarda la pile de documents sur la table, le livre ouvert dans ses mains, les notes qu'elle avait prises sur la page à côté. Quelque chose traversa son visage, qu'elle mit de côté pour l'examiner plus tard. « Vous êtes ici depuis midi, dit-il. »« Je sais, dit Marat. » Elle brandit le compte-rendu. « Ce pacte, le 3e. L'ajustement de la frontière à la lisière nord du 5e territoire. » Elle trouva la page. Le récit officiel dit que c'était un règlement négocié, mais la liste des signataires est fausse. 3 des sièges du Conseil, qui auraient dû être présents pour une négociation de frontières de cette ampleur, sont manquants. Elle le regarda. Pourquoi? Il traversa la pièce, se pencha par-dessus son épaule pour regarder la page qu'elle montrait. Il était assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Sa louve nota cela avec un enthousiasme peu utile. Elle l'ignora. Ces 3 sièges, dit-il, étaient contestés à l'époque. 2 des 3 prétendants ont refusé de participer à la signature du pacte comme position politique. Le 3e était malade. Donc le compte-rendu est incomplet, dit-elle. Le compte-rendu est la version officielle, dit-il prudemment, ce qui n'est pas toujours la même chose que complet. Elle se renversa, réfléchissant à cela. Et l'ajustement de la frontière lui-même. Il réfléchit. Il se situe sur un terrain contesté. Historiquement, il y a des familles dans le 5e territoire qui soutiennent depuis 40 ans que l'ajustement a été fait sans représentation adéquate. Marat regarda la page. Elle regarda la liste des signataires. Ont-elles tort? Une pause. Non. Sa voix était égale. Elles n'ont pas tort. Elle leva les yeux vers lui. Il la regardait avec cette qualité attentive qu'elle commençait à reconnaître comme son mode par défaut. Présent, concentré, ne manquant que très peu de choses. Mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose qu'elle n'avait pas vu dans le jardin ou à la cérémonie, ou dans les heures précédentes. Il avait l'air, pensa-t-elle, surpris. Pas désagréablement. « Vous êtes ici depuis un jour, dit-il. »« Je lis vite, dit Marat. » Sa bouche bougea de nouveau. Ce presque sourire, bref et contrôlé. Il se redressa. « Venez manger quelque chose, dit-il. Vous lisez depuis 5 heures. » Elle marqua sa page et se leva, car elle avait en fait assez faim pour que son corps ait tenté de le lui communiquer depuis un certain temps, et elle l'avait ignoré. Ils se dirigèrent vers la plus petite salle à manger, pas la salle formelle. Une table ronde, 2 couverts mis, de la nourriture déjà sur la table, du pain, du fromage, quelque chose de rôti qui sentait bon. Elle s'assit et mangea sans cérémonie, car elle avait faim, et Calder ne semblait pas être le genre de personne qui exigeait une performance au repas, ce qui était un soulagement. Ils parlèrent du pacte, du 5e territoire, des familles qui considéraient toujours la frontière comme injuste, et de ce qui, le cas échéant, avait été fait à ce sujet. Elle posa des questions, et il y répondit directement. Il lui posa des questions en retour,
qui suggérait qu'il était sincèrement intéressé par ce qu'elle pensait. Il ne gérait pas une nouvelle compagne pendant ses premiers jours en étant agréable. Elle pensait ce qu'elle pensait et le disait simplement. Il écoutait. Dehors, la lune se levait de nouveau, pas argentée maintenant, juste blanche ordinaire, commençant son cycle ordinaire de retour vers l'obscurité. Mara la regarda par la fenêtre et pensa au sol froid du couloir, aux rideaux de velours, et au premier moment où ses yeux pâles avaient trouvé les siens à travers la salle. Un jour, pensa-t-elle, cela faisait un jour. Cela semblait étrangement plus long. Pas dans le mauvais sens, mais de la manière dont les choses concentrent beaucoup en peu de temps. Le troisième jour, les affaires de sa mère arrivèrent du domaine. Elle était dans le jardin avec Kelder, quand l'intendant du palais vint la trouver. 2 caisses, dit-il, apportées par les hommes du roi ce matin. Elle s'excusa et se rendit dans la pièce qu'on lui avait réservée. Et elles étaient là, 2 caisses en bois, toutes 2 fermées, toutes 2 scellées avec la cire du palais. Car elles avaient été emballées et transportées sous l'autorité royale, ce qui signifiait que Delara n'avait pas pu interférer. Elle ouvrit la première et trouva les livres de sa mère. Tous, 12 volumes, les bords usés par l'usage, chacun avec l'écriture de sa mère dans les marges, de petites notes précises en 3 couleurs d'encre. Un système que Mara avait passé des années à décoder et qu'elle utilisait maintenant elle-même sans y penser. Elle souleva le premier volume et le pressa brièvement contre sa poitrine avant de pouvoir s'en empêcher. La deuxième caisse était plus petite. À l'intérieur, enveloppée dans du tissu, 2 dessins encadrés, une petite boîte en bois avec un couvercle sculpté. Un châle d'hiver en laine bleue foncé, qui sentait encore faiblement le coffre en cèdre où elle l'avait gardé. Et au fond, une enveloppe scellée avec le nom de Mara, écrit à l'extérieur d'une écriture qu'elle reconnut, celle de sa mère. Elle s'assit par terre et la fixa. L'écriture était ancienne, l'encre légèrement passée, le papier légèrement jauni. Cette lettre avait été écrite il y a des années, scellée et laissée, attendant quelque chose. Attendant maintenant, peut-être. Sa mère était douée pour savoir ce qui serait nécessaire et placer les choses en conséquence. Comme la robe, comme la clé, comme les documents de la charte dans la boîte verrouillée. Mara l'ouvrit avec précaution, car le papier était fragile et elle n'allait pas le déchirer. Elle faisait 4 pages. Elle l'a lu 2 fois sans s'arrêter. Sa mère avait su pour le lien. Elle avait soupçonné, depuis que Mara était jeune, que la louve en sa fille était orientée vers quelque chose de spécifique. Une reconnaissance qui viendrait, écrivait sa mère. Probablement quand tu t'y attendras le moins, et possiblement au pire moment, car c'est, d'après mon expérience, quand les choses importantes ont tendance à arriver. Ne le combat pas, avait écrit sa mère. Non pas parce que la résistance est inutile, bien qu'elle le soit, mais parce que ce qui t'est donné n'est pas une perte de toi-même. Le lien n'est pas une cage, c'est une porte. Mara relut cette phrase. Le lien n'est pas une cage, c'est une porte. Elle plia la lettre soigneusement et la plaça dans la petite boîte en bois au couvercle sculpté. Celle-ci s'avéra être vide et semblait avoir attendu exactement ce but. Elle posa la boîte sur la table près de la fenêtre. Elle était toujours assise par terre quand Calder apparut dans l'embrasure de la porte. Il vit les caisses, les livres ouverts, sa position sur le sol, et ne demanda rien immédiatement. Il traversa la pièce et s'assit par terre à côté d'elle, le dos contre le lit, les longues jambes étendues devant lui. Mara le regarda de côté. Il la regarda d'un air égal. « La lettre était de ma mère, dit-elle. Il attendit. Elle l'a écrite il y a des années. Elle savait. Elle se doutait du lien. Elle fit une pause. Elle a dit « Ce n'est pas une cage ». Calder resta silencieux un moment. « Et la croyez-vous » demanda-t-il. Mara réfléchit à cela. Ce qu'elle avait cru en arrivant ici il y a 3 jours, c'est qu'elle était dans une situation impossible qu'elle devrait gérer avec soin, naviguer intelligemment, tenir à une distance précise. Ce qu'elle croyait maintenant était moins ordonné que ça, moins contrôlé. « Je ne sais pas encore », dit-elle honnêtement. Il hocha la tête comme si c'était une réponse raisonnable, ce qui, elle le supposait, était le cas. Elle demanda, parce qu'elle ne l'avait pas demandé depuis 3 jours et elle était fatiguée de ne pas le faire. « Avez-vous eu peur ?» Quand votre louve m'a reconnu. Il y réfléchit avec le sérieux qu'elle commençait à comprendre qu'il appliquait aux questions qui le méritaient. Oui, dit-il finalement. Elle le regarda.
J'ai passé, dit-il, beaucoup de temps à apprendre à être responsable de ce que je suis, de ce que cette position exige. Il lui jeta un coup d'œil. Le lien n'est pas quelque chose que je choisirais de ressentir à la légère. Quand il se produit, il s'arrêta, cherchant le mot. Total, dit-il. Elle comprit. Oui. Un long moment de silence. La lumière dans la pièce était douce. Le milieu de l'après-midi entrait par la fenêtre, sous un angle bas qui donnait à tout un aspect légèrement doré. J'avais peur, dit-il. Et puis je vous ai trouvé dans un couloir de serviteurs, dans la robe de votre mère, le menton haut, et la peur est devenue autre chose. Elle regarda le mur en face d'elle. Quelque chose de chaud et d'incommode se passait dans sa poitrine. Elle décida de ne pas y prêter attention immédiatement. « Qu'est-ce que c'est devenu » demanda-t-elle prudemment. Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait peut-être pas. « Du soulagement, dit-il. Que vous soyez quelqu'un qui valait la peine d'être trouvé. » Elle pinça les lèvres, regarda les livres dans la caisse, regarda le châle d'hiver, regarda le couvercle sculpté de la petite boîte où la lettre de sa mère vivait maintenant. Elle pensa à la porte. « Merci, dit-elle doucement, d'avoir envoyé vos hommes aujourd'hui, d'avoir fait en sorte que Delara ne puisse pas... » Elle s'arrêta. La phrase était arrivée quelque part de plus brute qu'elle ne l'avait prévu, et elle se redirigea. « C'était important, termina-t-elle, de les récupérer. » Son épaule bougea contre la sienne. Une légère pression, brève. Elle sentit sa louve s'installer au contact avec une complétude presque embarrassante. Elle ne s'écarta pas. 6 jours après la cérémonie, Senna vint au palais. Mara l'apprit de l'intendant qui la trouva dans le bureau et lui transmit l'information avec la neutralité prudente d'un homme naviguant dans une situation qu'il avait correctement identifiée comme compliquée. Elle posa son livre et s'assit un moment, retournant l'information dans sa tête. Senna n'était pas venue seule. Coral était avec elle, et Delara, toutes les trois, ce qui signifiait que ce n'était pas une impulsion. Cela avait été planifié, discuté, chorégraphié. Elle alla trouver Calder. Il était dans la salle du conseil, avec 2 conseillers territoriaux, examinant quelque chose concernant les routes commerciales. Il leva les yeux quand elle apparut dans l'embrasure de la porte et lut son visage en environ 1 seconde. Il dit quelque chose de bref aux conseillers, et ils rassemblèrent leurs documents et partirent sans commentaire. « Ma belle famille est ici, » dit Mara. Il ferma la carte sur la table. « Voulez-vous les voir ?» Elle y réfléchit. « Oui, » dit-elle, « mais je veux que vous soyez là. » Il la regarda, ni surpris, ni non surpris, simplement attentif. « D'accord, » dit-il. Ils les reçurent dans le salon de réception formel, que Mara avait choisi délibérément. Pas le bureau chaleureux, pas le jardin. Le salon de réception formel, avec ses hauts plafonds, ses chaises formelles et sa vue sur rien d'autre que le mur intérieur du palais. La pièce conçue pour les audiences et rien de plus chaleureux. Delara entra la première. Elle s'était habillée avec soin, sa meilleure tenue, qui était assez bonne. Une robe vert foncé, des bijoux, ses cheveux arrangés. Elle regarda la pièce, puis Mara, puis Calder, et fit le calcul avec la vitesse d'une femme qui avait passé sa vie à calculer. Sa révérence à Calder était profonde et parfaitement exécutée. « Votre Majesté » dit Delara, et sa voix avait la qualité que Mara avait toujours considérée en privé comme la voix de performance. Chaleureuse, légèrement autodérisoire et méticuleusement contrôlée. « C'est un honneur. » Elle se redressa. « Nous sommes si ravis, Mara. Nous sommes si ravis pour vous. » Mara ne dit rien. « Nous sommes venus dès que nous avons pu. » Continua Delara, ne s'adressant pas tout à fait au silence. Le voyage, elle fit un geste vague. Mais bien sûr, rien ne nous aurait retenus. Nous voulions venir immédiatement pour offrir nos félicitations. Senna était entré derrière Delara et s'était positionné légèrement à la gauche de sa mère. Visible, mais pas en avant. Le placement exercé de quelqu'un qui voulait être vu, mais avait besoin d'un déni plausible sur le vouloir. Elle regarda Mara, avec un sourire qui travaillait plus dur qu'il n'aurait dû. « Nous sommes si fiers, » dit Senna. Le mot arriva dans la pièce et y resta. Mara regarda sa demi-sœur, les boucles d'oreilles en rubis toujours à ses oreilles, celles qui avaient appartenu à la mère de Mara. Elle regarda le sourire, qui était réel de la manière dont les sourires construits sur une improvisation rapide sont réels. Fonctionnel, réactif, non connecté à quoi que ce soit en dessous. Elle sentit Calder à sa droite,
toujours présent, ne générant aucune énergie, et pourtant, à cause de cela, remplissant la pièce. « Qu'est-ce qui vous amène au palais » dit Mara. Sa voix était égale. Elle visait l'égalité et y parvint. Le sourire de Delara resta en place, avec la persistance exercée d'une femme qui avait maintenu des expressions contre la résistance toute sa vie. « Nous voulions, dit-elle, simplement vous voir, nous assurer que vous vous installez bien. » Et elle jeta un coup d'œil à Calder, une hésitation délicate. « Nous espérions, Votre Majesté, que nous pourrions discuter de la position de la famille, étant donné le changement de circonstances. » « La position de la famille, dit Calder. » Sa voix était complètement neutre. Les yeux de Delara se tournèrent vers lui avec la vivacité de quelqu'un qui avait entendu une porte se fermer et essayait de déterminer de quel côté. « Nous sommes, bien sûr, la famille de Mara, dit-elle. Ce qui signifie que nous sommes, elle fit une pause, connectés au palais maintenant, en un sens. Nous espérions que cette connexion pourrait être officialisée d'une manière ou d'une autre. La pièce était très silencieuse. Mara regardait Delara, cette femme qui avait pris les bijoux de sa mère, la maison de sa mère et la place de la fille de sa mère dans le monde, qui avait tout fait avec des sourires et des aspects pratiques et la cruauté particulière de ne jamais rien faire d'assez dramatique pour être qualifiée de cruelle par quiconque regardait. Elle prit une profonde inspiration. « Vous êtes venu, dit Mara prudemment, pour demander quelque chose. » Le sourire de Delara tint bon. « Nous sommes venus vous voir, Mara. »« Mara, dit Mara, vous êtes venu demander quelque chose. » Sa voix était toujours égale. Elle la garda égale. « Et je pense que nous devrions être honnêtes à ce sujet. Puisque nous sommes dans un palais et que vous parlez au roi Alpha, et que le roi Alpha a très peu de patience pour les conversations qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Elle n'avait pas regardé Calder en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. Le sourire de Delara, pour la première fois dans la mémoire de Mara, vacilla. Coral, qui était restée silencieuse au fond de la pièce, parla. « Nous pensions que tu voudrais peut-être ta famille près de toi, dit-elle. » C'était calme et direct, la chose la plus honnête que l'une d'entre elles ait dite depuis son entrée dans la pièce. Le calcul de Coral avait apparemment conclu que l'honnêteté était la seule option restante. Mara la regarda. « J'ai ce dont j'ai besoin ici, dit-elle. Elle se retourna vers Delara. « Les boucles d'oreilles en rubis, dit-elle. Je voudrais les récupérer avant que vous ne partiez. » La couleur qui monta au visage de Delara dit à Mara tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la façon dont cette conversation allait se terminer. Elle soutint le contact visuel et ne détourna pas le regard. Et après un très long moment, Delara leva la main, enleva les boucles d'oreilles et les posa sur la table près de la porte. Elles partirent 20 minutes plus tard. Mara resta dans le salon de réception formel après la fermeture de la porte et respira. Calder se déplaça pour se tenir à côté d'elle. Aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. « Vous n'aviez pas besoin de moi pour ça, dit-il finalement. « Non, acquiesça-t-elle. Elle regarda les boucles d'oreilles sur la table. « Mais je voulais que vous soyez là quand même. » Elle sentit son regard sur elle, cette attention complète et attentive. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle y réfléchit honnêtement. « Parce que, dit-elle, c'était la première fois en 17 ans que j'avais un endroit à moi où les amener. » Elle fit une pause. Et ça comptait. 3 semaines après son arrivée au palais, la louve de Mara cessa de suivre constamment l'emplacement de Calder. Elle remarqua le changement un mardi matin, assise dans le bureau avec l'ancienne Vance, et un différend territorial centenaire qui avait des implications fascinantes pour les droits actuels sur l'eau. Elle le remarqua parce qu'elle ne le remarquait pas. Parce que pour la première fois depuis la cérémonie, elle ne maintenait pas une conscience continue et de bas niveau de l'endroit exact où se trouvait Calder dans le bâtiment. Et l'absence de cet effort ressemblait à poser quelque chose de lourd qu'elle portait sans s'en rendre compte. Sa louve s'était installée. Non pas parce que le lien s'était affaibli, mais parce que sa louve avait décidé, apparemment selon son propre calendrier, et sans la consulter, qu'elle n'avait plus besoin de le suivre à chaque instant, parce qu'elle était suffisamment certaine qu'il n'allait nulle part. La distinction était fine, mais significative. Elle y pensa plus tard dans la journée, en se promenant dans le jardin. Elle commençait à comprendre la logique du lien de l'intérieur, ce qui était différent de le comprendre théoriquement. Il fonctionnait selon la logique d'un loup, pas d'une personne. L'instinct et la certitude plutôt que la raison et les preuves. Sa louve ne suivait pas Calder parce qu'elle l'aimait.
Elle le suivait parce qu'elle ne savait pas encore si elle pouvait s'arrêter. L'arrêt, apparemment, était une forme de confiance. Elle alla le chercher. Il était dans la cour est, travaillant avec l'un des gardes supérieurs. Une séance d'entraînement d'une sorte, bien que entraînement semblât un mot modeste, pour ce qu'elle trouva en tournant le coin. Il s'entraînait au combat, ou s'était entraîné. Tous deux s'étaient arrêtés à son arrivée, et le garde récupérait son arme sur le sol à une certaine distance. D'une manière qui suggérait que la session s'était récemment terminée dans une seule direction. Calder se tourna quand elle apparut. Il était sans son manteau, dans une chemise en lin qui n'était plus entièrement propre de la session. Et il avait cette qualité détendue particulière de quelqu'un dont le corps venait de faire quelque chose pour lequel il était fait. Ses cheveux étaient en désordre. Il ressemblait moins à un roi alpha, et plus à ce qu'il était exactement. Un loup qui se trouvait être aussi un roi, et qui était plus à l'aise dans sa peau en tant que premier qu'en tant que second. Elle l'aimait mieux comme ça. Elle était consciente de l'aimer mieux comme ça. « Ma louve va cesser de vous suivre, dit-elle. Il y réfléchit. « Bon suivi ou mauvais suivi ?» demanda-t-il. La distinction importait. Le bon suivi était le lien de compagnon à l'œuvre. Le mauvais suivi était de l'anxiété. « Bon, dit-elle. Je pense qu'elle a décidé que vous n'êtes pas un risque de fuite. » Sa bouche bougea. Le presque sourire qu'elle avait à ce stade catalogué en plusieurs sous-catégories. Amusement sincère, amusement réprimé, quelque chose de plus chaleureux qu'elle n'avait pas encore entièrement nommé. Celui-ci était de l'amusement sincère. « Je ne suis pas un risque de fuite », acquiesça-t-il. Elle s'assit sur le muret au bord de la cour. La lumière de l'après-midi était bonne ici, chaude et directe, frappant la pierre et rebondissant d'une manière qui rendait tout un peu plus solide que d'habitude. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. Il vint se tenir près du mur. « Oui. Quand avez-vous su que c'était réel? Le lien, pas seulement la reconnaissance. Je veux dire, quand avez-vous su que ce n'était pas seulement le loup, mais aussi vous? » Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se demande si la question était trop directe. Puis il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle sur le mur, sans la toucher, un pied d'espace entre eux, et regarda le sol de la cour. « Le 3e jour, dit-il. Vous étiez dans le bureau, et vous y étiez depuis le matin, et vous avez trouvé la faille dans le compte-rendu du pacte, et votre visage. » Il s'arrêta, recommença. « Vous n'essayez d'impressionner personne. Personne ne regardait. Vous avez trouvé quelque chose qui comptait pour vous, parce que ça comptait, pas à cause de ce que cela signifierait de l'avoir trouvé. » Il la regarda brièvement. C'est à ce moment-là. Mara regarda la cour. Elle pensa au compte-rendu du pacte, au signataire manquant, à la chose sur laquelle elle s'était creusé la tête simplement parce que c'était faux. Et la fausseté dans un registre la dérangeait. « Pour moi, c'était, dit-elle lentement, le sol. » Il pencha la tête. « Quand vous vous êtes assis par terre dans ma chambre quand les caisses sont arrivées. » Elle fit une pause. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Vous auriez pu vous asseoir sur une chaise. Vous êtes le roi alpha. S'asseoir sur des chaises est, elle fit un petit geste, approprié. Mais vous vous êtes assis par terre parce que c'est là que j'étais. » Un silence. « Cela semblait être la bonne hauteur pour la conversation, dit-il. » Elle rit. C'est sorti avant qu'elle ne puisse le contrôler, soudain et sincère. Il la regarda quand c'est arrivé, et le quelque chose de plus chaleureux qu'elle n'avait pas nommé traversa son visage pleinement pour la première fois. Sans être cachée, juste là, elle regarda son visage et quelque chose s'arrangea dans sa poitrine avec un clic silencieux et définitif. Elle ne le dit pas encore. C'était trop nouveau et elle était prudente avec les nouvelles choses. Mais elle savait ce que c'était. Le savoir suffisait pour l'instant. La présentation formelle au conseil territorial eut lieu un mercredi matin, 5 semaines après la cérémonie. Et Mara y entra de la manière dont sa mère lui avait appris à entrer n'importe où. Le menton haut, le pas assuré, le visage ne laissant rien paraître, jusqu'à ce qu'elle décide quoi donner. La salle du conseil était circulaire, au mur de pierre, avec une longue table pouvant accueillir 20 personnes, et on accueillait actuellement 14, les 7 représentants territoriaux et leurs conseillers principaux. Elle avait lu chacun de leurs dossiers. L'ancienne Vance avait fourni les dossiers sans qu'on le lui demande, les laissant simplement sur la table du bureau un après-midi avec une note qui disait « Les noms au bas de ces signatures de pacte ont des descendants. Et les voici. »
Mara les avait lus en 2 soirées et avait pris ses propres notes dans les marges en 3 couleurs d'encre. Elle reconnut chaque visage en entrant. Calder était déjà assis à la tête de la table. Il se leva quand elle entra, ce qui fit se lever le reste du conseil dans une ondulation qui fit le tour de la table. Il lui indiqua la chaise à sa droite. Elle s'assit. Le conseil la regarda. Elle les regarda en retour. Elle avait été regardée par des gens qui évaluaient sa valeur toute sa vie. Et elle avait appris que la seule chose pire que d'échouer à une évaluation était d'en jouer une. D'essayer trop visiblement d'être ce que l'on sentait qu'il voulait. Elle avait cessé de jouer les évaluations vers l'âge de 14 ans. Elle se contentait de regarder en retour, d'un air égal et attentif, et de les laisser arriver à leurs propres conclusions. Lord Mason, le représentant du 5e territoire, fut le premier à parler. Il avait 70 ans, les épaules larges, avec la franchise abrupte d'un homme qui considérait la politesse comme une forme de malhonnêteté. Il dit « Je comprends que vous avez étudié le 3e pacte territorial. » Mara dit « Oui. » « L'ajustement de la frontière, dit-il. « Oui. Et votre évaluation. » Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des courtoisies, des présentations et les formalités prudentes d'une première réunion. Pas à ce que Lord Mason passe directement à la chose qu'elle avait lue dans son dossier, la chose que sa famille poursuivait depuis 40 ans. Elle dit « Le registre des signataires est incomplet. L'ajustement a été fait sans représentation adéquate de 3 sièges du Conseil, dont 2 étaient contestés à l'époque et 1 était absent pour cause de maladie. Les familles de votre territoire, qui ont soutenu que l'ajustement a été fait de manière incorrecte, n'ont pas tort. » Elle fit une pause. Cependant, l'ajustement a 40 ans, ce qui signifie que l'annuler créerait une perturbation qui pourrait être tout aussi dommageable. La meilleure voie est probablement la réparation. S'attaquer aux inégalités pratiques qui ont résulté du placement de la frontière plutôt qu'à la frontière elle-même. La pièce était très silencieuse. Lord Mason la regarda pendant un long moment. Puis il se renversa dans son fauteuil. « Personne ne nous a dit ça en 40 ans, dit-il. Pas ces mots-là spécifiquement. L'ancienne Vance avait eu raison. L'histoire officielle tenait en 2 phrases. La situation réelle était une blessure de 40 ans que personne n'avait voulu regarder directement. Mara dit « Je pense que cela devait être dit. » Un autre silence. Puis Lord Mason fit quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire dans aucun compte-rendu de réunion du Conseil qu'elle avait lu. Il rit brièvement, sincèrement. Calder, à sa gauche, était très immobile. La réunion se poursuivit pendant 2 heures. Elle parla 6 fois de plus. 1 fois pour poser une question, 4 fois pour en répondre une. 1 fois pour offrir une observation, qui fit que 2 des conseillers échangèrent un regard qu'elle ne put interpréter immédiatement, mais que l'ancienne Vance, elle le soupçonnait, lui expliquerait après. Quand ce fut terminé et que le conseil fut sorti, Calder resta assis. Elle resta assise. La pièce était vide. Il regarda la table, puis elle. « Lord Mason n'a pas ri en réunion du conseil, dit-il. Depuis les 11 ans que je le connais. » Elle y réfléchit. « Est-ce une bonne chose ?» Il la regarda avec toute son attention. « Oui, dit-il. C'est une très bonne chose. » Elle ramassa ses notes et les arrangea. Dehors, dans le couloir, elle pouvait entendre les membres du conseil parler en s'éloignant. Le son particulier d'une conversation qui allait quelque part, qui avait de la matière à travailler, à qui on avait donné à réfléchir. Elle pensa à la lettre de sa mère, à la porte. Elle commençait à comprendre ce que sa mère avait voulu dire. Le lien l'avait amené ici. Mais ici, il s'avérait, était un endroit où les registres des pactes étaient imparfaits et les différents frontaliers étaient réels. Et il y avait 14 personnes autour d'une table qui avaient besoin que quelqu'un dise les choses directement. Et où le roi Alpha était assis à sa gauche et était immobile. Et où être vu, pleinement, sincèrement vu, ne nécessitait de jouer aucun rôle. La nuit où Mara dit à Calder qu'elle l'aimait, ils étaient dans la bibliothèque, et elle ne l'avait pas prévu. Elle avait prévu de terminer le document sur les droits de l'eau, sur lequel elle travaillait depuis 3 jours. Il était dense, parfois exaspérant, et nécessitait toute son attention. Elle n'avait rien prévu d'émotionnel. En fait, elle avait fait un effort délibéré pour ne rien prévoir d'émotionnel. Car le sentiment était assis dans sa poitrine depuis 2 semaines avec la qualité patiente de quelque chose qui avait l'intention d'être dit éventuellement, et était prêt à attendre qu'elle soit prête.
et elle utilisait le document sur les droits de l'eau comme une raison pour ne pas être prête. Calder était au bureau en face d'elle, parcourant sa correspondance. C'était une chose qu'elle avait remarquée chez lui. Il travaillait le soir, après la fin de la journée officielle. Il gérait le poids administratif de 7 territoires, avec l'attention constante et sans hâte qu'il appliquait à tout. Elle avait commencé à passer ses propres soirées dans la même pièce, sans qu'ils en discutent, tous deux travaillant dans le même silence parallèle et confortable. Elle avait cessé de remarquer qu'elle le faisait. Elle le regarda à travers la bibliothèque. Il lisait quelque chose. Une main à plat sur le bureau, la tête légèrement inclinée, la lumière du feu éclairant la ligne de sa mâchoire, le bord de son épaule et l'obscurité de ses cheveux. Il avait depuis longtemps enlevé son manteau formel. Ses manches étaient retroussées. Il était totalement inconscient d'être regardé. Elle pensa au sol de sa chambre quand les caisses étaient arrivées. Elle pensa à la vallée depuis le mur du jardin. Elle pensa à la salle du conseil, au rire de Lord Masson, et à la façon dont Calder avait dit « Oui, c'est une très bonne chose », avec tout le poids de ce qu'il voulait dire derrière. Elle pensa au lien, à la façon dont il avait changé en 6 semaines, d'une corde la tirant vers quelque chose d'inconnu, à un fil la reliant à quelque chose qu'elle avait choisi à nouveau, et continuerait de choisir. Elle posa le document sur les droits de l'eau. Calder leva les yeux. Elle dit « Je vous aime ». Il devint très immobile. Elle le vit se produire. L'immobilité complète, la façon dont elle traversa tout son corps, la façon dont sa main s'aplatit sur le bureau comme s'il avait besoin de la surface solide sous elle. Elle continua de le regarder. Elle avait décidé que lorsqu'elle le dirait enfin, elle le regarderait en le disant. Ne pas détourner le regard, ne pas composer son visage en quelque chose de prudent. Juste le dire et le laisser atterrir. Il se leva. Elle le regarda repousser son bureau, se lever et traverser la bibliothèque. Il s'arrêta devant sa chaise et la regarda de haut. Et son visage était complètement ouvert, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais vue. Pas le presque sourire, pas la précision attentive, pas le contrôle prudent qu'il portait comme une seconde peau dans chaque pièce avec plus de 2 personnes. Ouvert, tout ennuyé, juste là. J'ai, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude et pas tout à fait stable. Essayez de ne pas le dire en premier, parce que j'avais peur de... Il s'arrêta. Sa main se leva et toucha sa mâchoire, prudente et délibérée, inclinant son visage vers le sien. J'avais peur que ce soit trop tôt, et que vous ayez eu trop peu de choix en venant ici, et je ne voulais pas vous imposer quelque chose d'aussi grand avant que vous n'ayez décidé de ce que vous ressentiez. Elle leva la main et couvrit la sienne. J'ai décidé il y a des semaines, dit-elle. Je finissais un document sur les droits de l'eau. Quelque chose traversa son visage. La chaleur, la chose sans nom, mais pleinement nommée maintenant, visible et réelle, et non tenue à distance. Il fit un son qui était presque un rire, bref et défait. Et puis il se pencha et l'embrassa. Elle l'embrassa en retour, les 2 mains dans ses cheveux. Et son cœur ne faisait rien d'embarrassant, d'optimiste ou de stupide. Juste certain. De la même manière que sa louve avait été certaine au premier moment où ses yeux pâles l'avaient trouvée à travers la fente du rideau de velours. C'était juste. C'était la porte dont sa mère avait écrit. Pas une perte d'elle-même, une expansion de ce que elle-même pouvait signifier. Quand ils se séparèrent enfin, les fronts se touchant, tous deux respirant de manière inégale, il dit contre sa tempe, bas et prudent, et avec la conviction absolue d'un homme qui avait passé toute sa vie à penser ce qu'il disait. « Je vous aime. » « Quoi ? Je vous aime depuis que vous étiez assise par terre dans votre chambre avec les livres de votre mère et que vous essayez de ne pas me laisser voir que ça comptait. » « Je n'essayais pas très fort, » lui dit-elle. « Je sais, » dit-il. « J'ai remarqué. » Elle rit et il la serra dans ses bras. Et le feu brûlait dans l'âtre en pierre de la bibliothèque. Et à l'extérieur du palais, les 7 territoires continuaient leurs affaires compliquées et continuent d'exister. Avec leur pacte contesté, leurs droits sur l'eau et leurs blessures vieilles de 40 ans qui avaient besoin que quelqu'un les nomme directement. À l'intérieur, dans la bibliothèque, rien de tout cela n'était immédiat. Il n'y avait que ça. 2 personnes qui s'étaient trouvées par accident et étaient restées par choix. Tenues ensemble non pas par un lien qui ne demandait aucune permission, mais par tout ce qui avait grandi à l'intérieur. Stable, Claire,
et entièrement à eux. Sa mère avait eu raison. Ce n'était pas une cage. C'était une porte, et elle l'avait franchi le menton haut. Et de l'autre côté, il y avait ça. C'était assez. C'était plus qu'assez. C'était, pensa-t-elle, en pressant son visage contre sa poitrine et en écoutant son cœur battre.